Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août dernier dans le nord de l'Éthiopie entre l'armée fédérale et les rebelles tigréens du TPLF. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir rompu le cessez-le-feu, une situation qui inquiète la communauté internationale. Mais aujourd'hui, on s'interroge, comment en est-on arrivé à la reprise des hostilités? Les différents médiateurs n'ont-ils pas été assez convaincants? Comment mettre fin à cette crise qui visiblement ne profite pas au peuple éthiopien? La question reste posée. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition du Point sur l'actualité. C'est la dernière de la semaine et elle nous conduit en Éthiopie où les combats ont repris entre les rebelles du TPLF et l'armée fédérale. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve là après 5 mois de trêve? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons ce soir et nous sommes heureux de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre sur les satellites Eutelsat et Amos. Et naturellement, beaucoup d'entre vous nous suivent sur les plateformes de diffusion digitale telles que Facebook et YouTube. D'autres ont même téléchargé l'application pendant que ceux qui sont à Douala et ses environs nous suivent sur la 96.3 FM et cela nous honore. Merci donc d'être avec nous. Pour en parler, nous sommes avec notre consultant permanent. Jonathan Batengene est avec nous. Bonsoir Joe. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous nos téléspectateurs, les panafricanistes et tous les inconditionnels là qui en fait ce programme, une émission phare, une émission culte du monde panafricain. Bonsoir à tous les techniciens grâce à qui vous avez une qualité impeccable de retransmission, que ce soit l'audio ou au visuel. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Comme toujours, nous allons témoigner notre solidarité, comme déjà depuis 3 jours, nous témoignons notre solidarité à notre sœur Pulchéri Balé. Notre sœur, elle est une Camerounaise d'Abidjan. Nous lui disons beaucoup de courage face à l'injustice, à l'arrestation arbitraire dont elle est l'objet. Un signe que le régime vacillant, mais surtout dictatorial et sanguinaire de M. Ouattara, continue d'opprimer les défenseurs de liberté. Madame Balé est un exemple pour toute Africaine. Madame Balé est un exemple pour tout combattant de la liberté en Afrique. Madame Balé est désormais une icône, un symbole pour l'Afrique. Et Madame Balé, nous lui disons beaucoup de courage. Nous sollicitons sa libération. Nous demandons au régime de M. Ouattara de laisser Madame Balé libre et de continuer à travailler avec cette dame s'ils veulent un dénouement pacifique de la situation au Mali. Le mercenariat n'est pas l'activité d'un État qui se respecte et ce n'est pas Madame Balé qui a fabriqué les mercenaires arrêtés à Bamako, c'est bien M. Ouattara. Que l'armée ivoirienne se ressaisisse, qu'elle arrête de se mettre au service du dictateur et qu'elle donne sa liberté. Les juges ivoiriens, rendez sa liberté à Madame Balé. En tout cas, soutien total donc à Pulchéri Balé, une d'ailleurs de nos co-panélistes très souvent partout où nous sommes de toutes les façons. Merci à vous de lui avoir rendu cet hommage. Je rappelle que nous serons rejoints au cours de cette émission par notre géopoliticien, bien sûr le plus panafricaniste, on l'appelle le panafricaniste blanc, c'est Luc Michel, il sera avec nous dans quelques instants. En attendant, très cher Jonathan Batengene, j'en viens à vous. Ce sujet, on en a débattu plusieurs fois, on croyait avoir tourné la page puisqu'il y a eu quand même le dialogue qui était presque amorcé entre les deux partis, le TPLF, donc les rebelles tigréens, et bien sûr le gouvernement fédéral conduit par Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une autre situation d'escalade. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La situation d'escalade fait suite à un ensemble de déroulements, de développements, pardon, qui ont dû se produire ces derniers jours. Il faut noter que depuis le mois de juillet, l'Éthiopie fait face à un deuxième front. C'est début juillet l'attaque de Al-Shabaab.
Le Al-Shabaab, quel est son intérêt en Éthiopie? On se pose bien des questions, sauf que il faudra essayer de démêler les chevaux pour pour retrouver les raisons de l'intervention d'Al-Shabaab sur le territoire éthiopien. Al-Shabaab, d'abord, c'est 2006. Oui. C'est un mouvement qui naît de ce que la volonté du gouvernement éthiopien était de stabiliser la Somalie. L'Éthiopie est la puissance régionale majeure. Oui. L'Éthiopie avait décidé de stabiliser la Somalie et l'Éthiopie a déployé avec le Nigeria et les missions de maintien de la paix de l'Union africaine, a déployé des hommes sur le territoire de la Somalie. Parce que la Somalie, depuis 1980, c'est des guerres incessantes, une guerre civile qui n'a même pas de sens. On se souvient que les États-Unis ont perdu carrément des hommes parce qu'ils sont allés là-bas, ils ont voulu eux-mêmes intervenir. Alors les Éthiopiens ont réussi ce que les États-Unis n'avaient pas réussi. Ils ont relativement stabilisé Mogadiscio. Si aujourd'hui à Mogadiscio, il y a un semblant de paix, c'est grâce à l'Éthiopie. L'Éthiopie a joué ce rôle en 2006, oui. A envoyé plus de 20 000 hommes sur le terrain, a envoyé des chasseurs, s'est comporté comme le véritable gendarme de la sous-région. Ça ne lui a pas valu beaucoup d'applaudissements. Et l'organisation, les tribunaux islamiques, d'où émerge Al-Shabaab, ont d'abord coopéré avec le gouvernement éthiopien. Et puis, les Al-Shabaab, c'est des jeunes sous l'influence de quelques individus manipulés au niveau de la frontière pakistano-afghane. Vous savez que c'est là-bas que les États-Unis fabriquent les terroristes. Donc, ces terroristes sont arrivés et ils ont récupéré une bonne partie de la jeunesse des tribunaux islamiques qu'ils ont transformé en combattants, qui ont commencé à remettre en question l'ordre qui avait été institué par l'Éthiopie. Oui. Et ces jeunes combattants, dont se font appeler la jeunesse combattante islamique, d'où le nom Al-Shabaab, qui signifie en arabe la jeunesse. Al-Islam, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est les jeunesses combattantes islamiques qui se retrouvent donc actuellement à l'est de l'Éthiopie. Et dans le combat avec l'Éthiopie, ces forces sont actuellement en train de travailler à coaliser. C'était le premier rêve des forces de libération du Tigré. Le TPLF, Tigray Popular Liberation Forces, le TPLF avait comme projet, quand il lançait son offensive de 2020, de coaliser avec le front de l'Oromo. Et le front de l'Oromo a des combattants qui se sont retrouvés dans le Al-Shabaab, donc qui vont faire carrément leur stage d'apprentissage au maniement des armes chez les Al-Shabaab. Alors, puisque le projet avait échoué parce que à l'époque, les forces éthiopiennes ont posé une vive résistance dans la région Oromia, les Al-Shabaab actuellement sont le cheval de Troie qui est envoyé. Vous allez voir pourquoi. Lorsqu'ils lancent leur offensive du 21 juillet, il y a 2 colonnes de Al-Shabaab qui entrent sur le territoire éthiopien. L'une des colonnes va aller jusqu'à la ville de Balé, qui est une ville carrefour entre la région de l'Oromo et la région du Somalie. Et dans cette région, dans cette zone, pour créer cette diversion, ils envoient une autre unité qui va affronter les forces éthiopiennes, les forces d'autodéfense de la région Somalie et les forces éthiopiennes dans la région du Somalie. Donc, la situation montre bien que la deuxième force qui est entrée jusqu'à la ville de Balé, c'est une force qui va venir appuyer le front de libération de l'Oromo, qui va certainement bientôt lancer également des offensives sur le territoire éthiopien. Parce que l'idée de départ des forces du Tigré de prendre en tenaille Addis Abeba, c'est-à-dire eux venant du nord et les forces du Tigré venant de l'est, pour prendre en tenaille l'armée éthiopienne, c'est certainement ce plan qui est mis à contribution. Il faut noter que tout ceci coïncide avec le retour des États-Unis au niveau de la Somalie. C'est un peu étrange. Pendant que le chef d'état-major John Kirby nous annonce qu'il y a
des opérations dans la Corne de l'Afrique, surtout en Somalie, on voit que le Al-Shabaab, qu'on dit être acculé, et d'ailleurs l'explication que donnent les journaux états-uniens est assez Washington Post, tout ça, quand vous prenez, c'est une rengaine, on présente les forces éthiopiennes comme étant des forces qui ne pourraient pas résister à la pression du Al-Shabaab, mais leur explication c'est que actuellement Al-Shabaab est mis sous pression sur le territoire de la Somalie et comme zone de refuge, ils veulent entrer en Éthiopie. Mais on se pose bien une question. Si ces gens veulent vraiment se replier sur l'Éthiopie, pourquoi ils envoient deux colonnes? L'une se fait écraser et l'autre va jusqu'à la proximité avec les forces de l'Oromo. Il y a bien un plan qui est ourdi, il y a un complot qui est mené contre l'Éthiopie et la raison qu'avancent les pseudo-spécialistes du Pentagone est tout à fait fallacieuse. De l'autre côté donc, les forces du Tigré ayant constaté que cette force en attente des rebelles de l'Oromo, qui vont appuyer les rebelles de l'Oromo, s'est déjà constituée, et ils ont décidé de violer le cessez-le-feu qui avait été signé en décembre. Entre les deux fois, vous vous souvenez que lorsque nous avons parlé de Sabachir, on avait parlé du cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. Il y avait une crise humanitaire dans la région du Tigré. Les populations avaient besoin de nourriture, ils avaient besoin de médicaments, ils avaient besoin en fait de commodités qui pourraient permettre la survie. On parle de 5 millions de personnes qui vivent encore dans le Tigré. Après la vaste offensive qui a été lancée mi-juillet par les forces gouvernementales, les forces fédérales et l'ensemble du peuple éthiopien contre les rebelles du Tigré, il s'était posé ce problème humanitaire. Sauf que les rebelles tigréens vont aller, quelques jours avant leur offensive, c'est les Nations Unies qui annoncent cela. Ils vont voler 12 tankers, 12 véhicules de transport de fuel. On parle de 570 000 litres de fuel. Alors posons-nous bien les bonnes questions. Est-ce un vol ou bien est-ce un ravitaillement sous couverture de l'ONU? En tout cas, c'est une grosse question que l'on se pose, très cher Jonathan Batengini. Comme je le disais, notre panafricaniste blanc, Luc Michel, est toujours aux côtés des peuples opprimés. Et donc avec nous, Luc, bien le bonsoir, merci de nous rejoindre en ce moment précis. L'Éthiopie, un sujet que vous connaissez très bien, et aujourd'hui on se retrouve avec l'escalade de violence qui reprend de plus belle. Bonsoir Bachir, bonsoir à ton équipe et à nos téléspectateurs. Il faut comprendre quelque chose, c'est que nous sommes en matière de déstabilisation américaine. Ces gens, ils ne pensent pas en années, mais en dizaines d'années. Ils ont du temps, ils ont des organismes spécialisés, ils ont des moyens financiers, et ce sont des processus rampants qui peuvent être remis en route à tout moment. Dans la déstabilisation de l'Éthiopie, ils sont en route dans un processus qui a commencé sous la présidence de Bill Clinton dans les années 1990. Le nouveau gouvernement éthiopien d'Abiy Ahmed, il serait cru un tout petit peu débarrassé à la fin de la première offensive contre ces PLF. Mais c'est un mouvement profond qui a ses racines dans la déstabilisation de l'Éthiopie, des Soudans, du Sud-Soudan et du Soudan du Nord, et qui est maintenant à rejoindre l'Éthiopie. Les Américains sont en contre-offensive globale dans toute l'Afrique. Une contre-offensive qui mène depuis les frontières du Maroc jusque la mer Rouge. Le but de cette offensive, c'est d'empêcher la pénétration de la Russie, le retour de la Russie sur les champs de bataille de la guerre froide. À partir de ce moment-là, il n'est pas étonnant qu'est-ce qui se passe actuellement en Éthiopie, parce que nous sommes dans un des dossiers, une des batailles centrales du front américain en Afrique. Il faut pas oublier que derrière Addis Abeba, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a aussi les Iraniens qui fournissent notamment des drones qui ont permis à l'armée éthiopienne de l'emporter il y a quelques mois. Le TPLF a été au pouvoir en Éthiopie pendant presque 30 ans. C'était la dictature qui était au pouvoir à Addis Abeba. Avec l'arrivée, la prise du pouvoir par Abiy Ahmed,
c'est un autre pouvoir qui s'est constitué. Et les gens du TPLF qui sont repliés sur leur région d'origine, c'est un pouvoir déclassé qui est entièrement dans les mains des Américains, mais surtout des Israéliens, qui sont la puissance dominante dans le pays voisin du Sud-Soudan et dont les arsenaux fournissent toute la région. À partir de ce moment-là, les gens du TPLF, évidemment, ne renonceront pas parce que c'est quelque chose d'existentiel pour eux-mêmes. Face à eux, ils n'ont pas seulement d'ailleurs Abiy Ahmed, ils ont leur principal ennemi, qui est le pouvoir érythréen, à laquelle ils ont mené la guerre pendant 20 ans, lorsqu'ils étaient au pouvoir à Addis Abeba. C'est tout cela qui doit être compris. Mais ce n'est pas, comme on pourrait le croire, un dossier régional qui ne concerne que la Corne de l'Afrique. C'est un dossier global de la pénétration américaine en Afrique depuis quelques années. Un tout petit peu avec vous. Alors, vous avez évoqué les Américains plusieurs fois dans ce premier jet, mais quel est l'intérêt justement de Washington à voir cette région en crise? Écoutez, actuellement, la mer Rouge et la côte de l'Afrique, c'est une des zones centrales. Tout d'abord, parce que elle est disputée entre le bloc de l'Est et les Américains. Les Américains ont la 5e flotte qui est basée au Bahreïn, qui dominait la mer Rouge, mais c'est fini aujourd'hui. Les Russes ont un projet avec les généraux soudanais de Khartoum d'installer une base de la marine russe à Port-Soudan, à l'entrée de la mer Rouge. Les Turcs sont installés sur une île à l'entrée de la mer Rouge elle-même. Les Chinois sont, eux, installés à Djibouti, en face de la base américaine. Et tous ces gens, évidemment, se disputent une zone qui est centrale. Il faut comprendre que ce soit les Russes, les Chinois, les Iraniens ou encore les Américains, ils se positionnent dans la vue de la future Troisième Guerre mondiale, que les stratèges américains prévoient entre 2050 et 2070. Une des choses centrales dans cette Troisième Guerre mondiale sera le contrôle des voies maritimes d'approvisionnement vers l'Occident, l'entrée de l'océan Indien, la mer Rouge, le golfe de Guinée, qui est déclaré zone stratégique prioritaire par l'Africom. À partir de ce moment-là, les Américains visent à la domination de la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique. Et malheureusement, ils sont en perte de vitesse par rapport au bloc de l'Est. Voilà l'importance de cette région. Et voilà pourquoi, depuis Bill Clinton en 1970, il déstabilise tout d'abord la Somalie et ensuite les Soudans et puis l'Éthiopie. Dans le Soudan, c'est quelque chose qui a commencé au début des années 1960 avec les Israéliens. Ils ont mis une période qui allait de 1960 à 2010 pour obtenir la sécession du Sud-Soudan. Et ensuite, ça continue maintenant avec la sécession des provinces du Nord-Soudan, du Kordofan, du Darfour et enfin encore actuellement d'une troisième région. C'est cela qu'il faut constater. Maintenant, la déstabilisation, elle est passée du Sud-Soudan et de la Somalie directement vers le Tigré et l'Éthiopie. En 1990, la Somalie, c'est l'État le plus puissant de la Corne de l'Afrique. C'est la grande Somalie du maréchal Siad Barre. C'est un État marxiste-léniniste allié de l'Union soviétique et il est entraîné dans l'explosion de l'Union soviétique. En moins de 3 ans, les États-Unis font éclater cet État. Aujourd'hui, c'est un État failli qui a un certain nombre de territoires qui sont aujourd'hui des États de facto indépendants de Mogadiscio. Il y a le Somaliland, il y a le Puntland au nord-est et il y a le Jubaland aux frontières du Kenya qui s'est déclaré indépendant il n'y a pas longtemps, en 2019. De l'autre côté,
le Soudan a connu une descente aux enfers. Il y a le Sud-Soudan qui est plongé depuis son indépendance il y a 11 ans dans une guerre civile entretenue par les Israéliens. Et il y a le Nord-Soudan qui a connu une révolution de couleur qui a vu la chute de Omar el-Béchir. Et la descente aux enfers continue puisque il y a la sécession du Darfour, du Kordofan et d'une troisième région et que maintenant on propose un plan soi-disant de fédéralisation. C'est donc une zone centrale, évidemment, qui correspond à cette autre zone centrale de déstabilisation que les Américains ont organisée, qui va du golfe de Sirte en Libye au golfe de Guinée en Guinée équatoriale. Très bien. Merci Luc Michel pour ces éclairages que vous nous donnez à chaque fois. Nous restons au téléphone. Cette fois-ci, en premier tour, très cher Batengene, on revient à vous. Delphin, notre plus fidèle parmi tant d'autres, il nous appelle de Gitega comme toujours. Bonsoir Delphin. Bonsoir mon cher frère Batengene. Merci de m'accueillir. Et je transmets mes salutations très très chaleureuses à notre aîné Luc Michel et bien sûr mon cher frère Batengene sur le plateau. Je vais essayer d'être bref afin de laisser la parole à plus de gens. Je vais ajouter un peu d'eau au moulin de mon cher aîné Luc Michel. Effectivement, l'État d'Israël, dit soi-disant hébreu, n'est pas souvent visible, mais il fait partie des grands déstabilisateurs de cette région. Et en ce moment, ce qui se passe, bon, le phénomène a commencé depuis une dizaine d'années, mais il se trouve que l'État d'Israël est de plus en plus en manque d'eau potable. Donc, il y a une tentative de ce même État d'essayer de s'accaparer les ressources en eau, notamment, entre la Méditerranée et le fleuve Euphrate qui se situe en Irak. Et à partir de là, vous comprenez les déstabilisations qu'il y a eu ces dernières années, avec notamment le terrorisme. Donc, on a eu Daesh, l'État islamique, jusqu'à ce qui se passe en Libye. Et M. Luc Michel en avait parlé aussi il y a quelques années. Il y a eu un scandale au niveau, au niveau du Soudan, un scandale de vente d'armes qui a été dénoncé jusqu'à la Knesset, donc le Parlement israélien. Et à l'époque, c'était, si je ne fais pas erreur, le Jerusalem Post, donc, qui est un journal israélien qui avait sorti l'affaire. Donc, l'État d'Israël étant l'un des principaux alliés du régime washingtonien dans la sous-région, effectivement, l'un travaille avec l'autre et il faut faire très attention à ne pas être déstabilisé davantage. Le bon côté, comme l'ont déjà dit vos invités, c'est qu'effectivement, la Russie et la Chine sont déjà arrivés dans la sous-région et nous avons vu déjà comment notre frère, le président, donc plutôt le Premier ministre Abiy Ahmed, a déjà tissé des liens très étroits avec ces deux pays. Et donc là, nous assistons là à une continuité de déstabilisation qu'il faudra aussi observer et garder un œil aussi bien attentif que celui que nous avons attentif du côté du Mali, parce que si l'un chute, forcément il y aura des répercussions sur l'autre. Donc pour ne pas monopoliser l'antenne, mon cher Bachir, je m'arrête ici et une fois de plus, For You Media, allons de l'avant. Cher Delphin, depuis Gitega au Burundi, vous revenez quand vous voulez. Jonathan Batengene. Alors, nous essayons de comprendre donc l'intérêt qu'ont les Américains quand même à voir cette région à feu et à sang. Il y a quand même le dialogue qui avait été amorcé et la communauté internationale aujourd'hui s'est dit vraiment inquiète. Oui, mais il y a une hypocrisie de la communauté internationale parce que le représentant des Nations Unies, quand vous regardez, il s'aligne parfois sur les positions de Gabriel Ghebreyesus, qui lui-même n'est pas neutre dans le conflit. Vous savez, il a fait une déclaration au mois d'août, au début du mois d'août, il disait que si la communauté internationale, les États, les leaders internationaux ne s'intéressent pas à la question tigréenne, c'est pas à cause de la couleur de la peau des Tigréens. Vous comprenez que dans sa prise de parole, lui qui est une élite éthiopienne, ne met pas l'Éthiopie en avant.
il met le Tigré. Ce régionalisme qu'il veut prôner, c'est un peu le symptôme, le syndrome qui est alimenté par les États-Unis dans cette région. C'est dans le cas, par exemple, des nationalismes éthiopiens, c'est-à-dire Oromo, Amari, ou bien tigréens, ils veulent que l'Éthiopie implose à partir de là et que soit créé un ensemble de micro-États. De micro-États qui n'auront pas la capacité, de se défendre et de défendre leurs intérêts normalement. Et c'est aussi une manière de prendre le contre-pied de ce que l'Éthiopie est le seul pays au monde qui n'a pas connu de colonisation. C'est le plus vieux, oui, c'est le plus vieil État du monde. Du point de vue existentiel, c'est le plus vieil État du monde. Donc, cela aussi, du point de vue symbolique, c'est quelque chose qu'il faut casser, que les États-Unis veulent casser. Vous savez, les États-Unis, c'est la construction, s'il faut s'en tenir à ce que disent les Straussiens, c'est une construction d'une culture artificielle. Un artificialisme qui se voit à tous les niveaux, jusqu'à la culture LGBT. Donc, ils veulent que, pour que cet artificialisme-là prenne, il faut déconstruire l'existant, il faut déconstruire ce qui existe déjà, il faut déconstruire les vieilles cultures, il faut déconstruire les vieilles identités, les identités qui sont considérées par eux comme étant rebelles. Donc c'est une des identités rebelles, l'identité éthiopienne, il faut la déconstruire. Et le plan, c'était de faire envahir l'Éthiopie par des Al-Shabaab. Pourquoi? Parce que les Al-Shabaab sont instrumentalisés par parce que Al-Shabaab a trop de liens avec Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a des liens avec ces cellules, les cellules de l'État islamique au niveau de l'Afghanistan. Et vous savez que là-bas, il y a de gros liens établis entre le terrorisme international et les services spécialisés, que ce soit états-uniens ou bien européens. Donc, c'est une instrumentalisation de ces acteurs qui fait en sorte qu'ils voulaient qu'Al-Shabaab, le véritable plan, c'était que Al-Shabaab travaille à la déstabilisation de l'Éthiopie. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie s'étant rendu compte que la Somalie est vitale pour sa sécurité, l'Éthiopie a décidé de sécuriser la Somalie. C'était la deuxième fois. La première fois, c'était en 1996. L'Éthiopie a tenté de sécuriser la Somalie. Ça s'est soldé par un échec. La deuxième fois, en 2006, ça s'est soldé par un succès. En réponse, les États-Unis, qui appuient de manière secrète ces groupes terroristes, ont tout fait pour que Al-Shabaab entre sur le territoire éthiopien et que Al-Shabaab lance une offensive sur le territoire éthiopien. Le vrai plan derrière, c'est que Al-Shabaab fasse une union avec les rebelles de l'Oromia et que ces derniers attaquent l'État éthiopien en même temps que les forces du Tigré. L'offensive qu'on constate donc avec les forces du Tigré n'est en fait que l'autre phase de l'offensive qui devrait normalement être menée contre les forces éthiopiennes. Et ce qui fait encore davantage mal aux États-Unis dans cette situation, c'est le grand cadre géopolitique. Vous savez que le président Abiy Ahmed a pris des positions en faveur des BRICS, clairement ces derniers temps, si bien que l'Éthiopie est effectivement parmi les pays qui demandent l'adhésion aux BRICS. L'Éthiopie est parmi les pays qui veulent changer leur mode de commerce avec les autres. Donc, les États-Unis sentent que l'Éthiopie est clairement engagée dans une lutte pour l'hégémonie mondiale avec les puissances qui ont lancé des actions hostiles contre eux. Et les États-Unis continuent de manœuvrer. Il faut toujours insister là-dessus. Tout ceci coïncide avec l'interventionnisme états-unien qui s'est renforcé depuis le début de cette année au niveau de la Somalie. Si l'on n'avait pas observé cette offensive et ce rapprochement qui est clair parce que l'actuel président dit qu'il travaille avec les États-Unis. Alors, comment expliquer que c'est lorsque le nouveau président travaille avec les États-Unis que finalement les Al-Shabaab ont les moyens de venir mettre en difficulté l'armée éthiopienne et de l'autre côté de voir les Tigréens qui, de manière étrange, ils ont volé 570 000 litres de carburant qui sont en train d'utiliser pour les besoins de la guerre. Et les 81 000 tonnes, c'est une question qu'on se pose bien sûr, les 81 000 tonnes d'aide humanitaire qui sont arrivées, les 2 millions de litres de carburant que demande le système des Nations Unies pour assurer le transport, la logistique.
est-ce que ce sera vraiment utilisé, est-ce que c'est vraiment utilisé simplement pour aider les civils, ou bien il s'agit d'une aide tout à fait masquée aux rebelles du Tigré? L'armée éthiopienne, de toutes les manières, a mobilisé les hommes, et l'armée éthiopienne est en train de prendre des contre-mesures qui vont certainement être efficaces. D'ailleurs, faut préciser que ce matin, depuis hier, les forces éthiopiennes ont lancé plusieurs raids sur la capitale Mekele, et ces raids ont permis de déjouer plusieurs tentatives des Tigréens de lancer des offensives sur l'armée éthiopienne. Actuellement où nous parlons, les forces du Tigré sont vraiment en difficulté, si bien que le représentant des Nations Unies, au lieu de s'alarmer des vols qui ont cours dans les entrepôts des Nations Unies, commence plutôt à demander aux forces, à l'État éthiopien et aux rebelles de cesser le feu. Merci Jonathan Batingene. Au téléphone, Jean Sakponou. Il nous appelle des États-Unis d'Amérique. Bonsoir Jean. Bonsoir Bachir. Bonsoir à votre invité Jonathan. Bonsoir. Bonsoir technicien. Bonsoir Luc Michel. Aujourd'hui, nous sommes du côté de l'Afrique de l'Est. Oui. Comme déjà l'ont dit vos invités, c'est ça. Et l'auteur, nous connaissons l'auteur, ce sont ces Américains. Parce que quand nous disons c'est, il faut faire la différence. Ceux-là sont, c'est-à-dire, leur objectif c'est de détruire, piller l'Afrique. Vous voyez? Et ils se disent américains. C'est tout un groupe de gangsters, des mondialistes, des satanistes. Ils ont pour leur bras armé l'OTAN. Et comme l'Amérique se dit, bon, se croit trop peu levé, et puis avec toute sa puissance, soi-disant, là, et donc prend le devant dans la mémoire et dit, bon, elle a la toute puissance. La toute puissante, donc elle impose. Regardez le cas du Soudan. Qui a divisé le Soudan? La Somalie en question. Qui a divisé, détruit la Somalie? C'est les compagnies minières américaines. Les gens se disent américains et tout cela est englobé dans l'américain. Et c'est ce qu'ils font. Hein, ils détruisent l'Afrique, ils ramassent. Et bah, si seulement ils ramassent les biens du continent et laissent la vie des pauvres gens sur le continent, c'est mieux. Mais on instrumentalise, on détruit. C'est que leur objectif depuis le commencement, même dans ce pays, il y a toujours, on voit le noir comme un instrument à utiliser. Il ne faut pas oublier l'histoire. Vous connaissez bien sûr l'histoire de l'Amérique. La vie des Noirs. Après on dit Black Lives Matter. Et maintenant c'est eux qui se prennent devant pour dire qu'ils vont défendre le noir. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. C'est le diable, Lucifer. La France et autres, voilà les gens qui voient toujours le noir, l'Africain, à détruire. Parce qu'on ne veut pas que son humanité apparaisse. Ça les gêne. Notre humanité les gêne. Ils veulent déformer. Ils veulent imposer une autre façon de vie. Alors, est-ce que c'est normal que ces pays-là, qui se disent puissants, imposent une direction aux autres, surtout à l'Africain? Et les Africains ne peuvent pas choisir eux-mêmes leurs partenaires. Ils ne peuvent pas choisir eux-mêmes leurs partenaires. Et si on fait, on devient ennemi. Et on fait tout, on crée la division. On crée la division. Ce qu'ils utilisent là-bas là, pour diviser entre les Tigrés et les Éthiopiens, c'est le même peuple, c'est qu'on sort. Et c'est ça manque ici. Ça ne manque pas ici. Et pourtant, qui instrumentalise cela? Mais vous savez, nous sommes ici pour la justice divine. Quel que soit ce que nous faisons, le maître, hein, le maître de la créature du monde agira. Nous sommes là à observer. Et nous devons mieux entendre et voir, avoir un cœur juste, impartial pour dire, ça suffit comme ça. Et ça suffit que la Christ soit toujours en feu. Comment? Pourquoi? Pourquoi, Bachir? On ne veut pas laisser la tranquillité des Africains pour qu'ils réfléchissent? Non. Mais eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont tranquilles et ils vont semer le feu en Afrique. Le Soudan, la Libye.
la Côte d'Ivoire et autres. Et ils continuent toujours, le golfe de Guinée, ils pensent comment semer le feu. Et en utilisant quelques imbéciles africains, on leur tourne la tête et on dit voilà, il faut comprendre que ça c'est comme ça, alors que ça ne donne pas la paix. Bah si, nous sommes en guerre. Et cette guerre n'est pas seulement physique, elle est très spirituelle. Ceux qui comprennent n'ont qu'à continuer à intercéder et le maître de la justice intervient bientôt. N'ayez pas peur. Merci Bachir. Que Dieu bénisse. Très cher Jean Sakponou pour cette contribution. Luc Michel, j'en viens à vous justement. Alors, pourquoi est-ce que les différentes médiations ici au niveau de l'Éthiopie entre le gouvernement fédéral et les rebelles du TPLF n'ont pas abouti, qu'elles soient américaines, européennes, onusiennes ou même africaines? L'ONU est entièrement dans les mains des Américains, des Occidentaux. Quand on voit le secrétaire général de l'ONU, j'allais dire de l'OTAN, c'est un lapsus, qui est en train avec Zelensky de faire une politique anti-russe, on a tout compris. Deuxièmement, il y a une caractéristique, c'est que les représentants de l'Éthiopie dans les instances internationales, ce sont tous des Tigréens issus de l'ancien régime. Voilà ce qui est en train de se passer. Troisièmement, les scénarios qui sont vendus dans les médias occidentaux sont faits par les fameux réseaux de George Soros. Il y a en particulier l'International Crisis Group du fils de Soros, Alexander, qui est établi à Bruxelles. Il y a Amnesty International. Tout cela nous vendent la vision américaine, la vision des réseaux américains de la crise évidemment éthiopienne, qui n'est pas celle de la vérité. Il n'y a rien à attendre de toutes ces intercessions occidentales. Leur but, c'est pas de pacifier la situation. Leur but, c'est d'encaisser la crise et qu'elle continue. N'oubliez pas que la Corne de l'Afrique, en particulier la Somalie, ça a été le laboratoire où a été établie, définie, mise au point la fameuse géostratégie du chaos. Les Américains ont un plan A, c'est le régime change. Le régime change, c'est l'établissement de gouvernements pro-américains, soit par des coups d'État, soit par sécession, soit par révolution de couleur. Lorsque le régime change ne marche pas, ou par son plan B, le plan B, c'est la géostratégie du chaos. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette géostratégie du chaos. C'est le grand géostratège géopoliticien américain George Friedman. Dans son livre The Next Hundred Years, sous-titré pour que le 21e siècle soit un siècle américain, il consacre des dizaines de pages à la géostratégie du chaos. Il dit, si nous ne sommes plus capables de dominer militairement comme au 19e et au 20e siècle, organisons le chaos et surfons sur ce chaos. Surfer, bien entendu, comme le sport sur la mer et pas comme Internet, évidemment. Il dit surfons sur ce chaos et avec peu de moyens, notamment la privatisation de la guerre, les mercenaires, etc., profitons, gardons le contrôle des pays qui sont livrés au chaos et de leurs richesses. C'est ce qui a été mis au point en Somalie, qui est un État failli aujourd'hui. C'est ce qui a été mis au point au Soudan. C'est ce qui a été mis au point dans la Libye post-Kadhafi. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui contre l'Éthiopie. Mais nous sommes dans un autre cycle géopolitique. Les Russes, les Chinois, les Iraniens ne laissent plus faire. Les Iraniens ne laisseront pas faire. Jonathan Batengene, nous poursuivons avec quand même ce constat, c'est que mercredi, le gouvernement fédéral éthiopien a affirmé avoir abattu un avion bien chargé d'armes, en tout cas destiné aux rebelles tigréens, appareil qui aurait violé son espace aérien. Alors, est-ce qu'on sait au moins qui essaye de ravitailler ces Tigréens? Vous verrez que personne ne veut identifier, ne veut donner l'origine de cet avion. Oui. C'est une information qui montre que ces rebelles bénéficient d'un soutien des forces spéciales ou bien des services spéciaux
des pays occidentaux. Vous savez, tout à l'heure, Luc Michel parlait du fait que oui, la majorité de l'élite est constituée de Tigréens. Et c'est même ça l'un des gros problèmes. C'est que les Tigréens qui ont mené, qui ont travaillé pendant longtemps à un très haut niveau à la gestion de l'Éthiopie et qui avaient mobilisé la plus grosse force lors de la guerre civile des années 60-70, sont restés avec dans leur conscience comme l'idée que après la chute de la royauté et du Négus, voilà, mais surtout de la noblesse éthiopienne, ils étaient devenus les héritiers de l'État éthiopien, ont développé une fausse conscience d'eux-mêmes dans ce pays. Ils n'ont pas réussi à intégrer qu'ils sont dans une nation et que la nation est un concentré de plusieurs nationalités ethniques. Ils ont par cela consolidé leur hégémonie au sommet de l'État, se sont assurés les meilleures promotions à l'international et finalement sont tombés dans le piège de l'autopromotion de soi. Et c'est ce piège qui finalement les a rendus aussi facilement manipulables par le bloc de l'Occident, parce que quand vous voyez le directeur général de l'OMS, Ghebreyesus, qui est réputé être un des plus gros soutiens parce qu'il a facilité le transit des armes jusqu'au Tigré, c'est un peu regrettable. Parce qu'au fond, Ghebreyesus aurait dû être une haute autorité, aurait dû être une élite de l'Éthiopie qui aurait pu être mobilisée dans des situations pareilles afin de trouver des situations, des solutions de sortie de crise. Malheureusement, et ça nous amène à une autre réflexion, parce que sur la crise, on peut avoir une autre réflexion. Ça rappelle un peu, parce que le monde d'aujourd'hui rappelle un peu qu'on n'est pas sorti de l'ordre romain des choses. Vous savez, la Rome antique avait une manière de fonctionner. La Rome antique, et vous remarquerez qu'il y a des similitudes avec l'Occident collectif contemporain qui se compose, comporte comme étant l'hégémonie dominante. La Rome antique avait ceci: lorsqu'elle vassalisait un territoire, ou bien lorsqu'elle conquérait un territoire, elle récupérait les fils des souverains et les envoyait à Rome pour leur éducation. Et cette éducation était une éducation purement romaine qui défaisait, qui acculturait le formaté, pratiquement. Tout à fait. Oui. Et on fabriquait une personnalité qui était plus apte à défendre les intérêts de Rome, si bien que le même individu qui revenait sur son territoire avait davantage de propensions à se comporter comme le souverain romain que comme étant le fils du terroir. C'est malheureusement ce qui se passe même dans le mécanisme avec l'Occident collectif. Aujourd'hui, bon nombre des élites africaines qui ont été formées dans l'Occident collectif, malheureusement, tombent dans ce formatage de la personnalité et sont parfois utilisés contre leur propre pays. Donc, la déstabilisation de l'Éthiopie tient aujourd'hui à ce genre de scénario qui a été qui est le propre de l'Occident collectif, qui est certainement son héritage, parce que la Rome se perpétue à travers l'Église catholique. Hein. Quand on parle de l'Église catholique ou bien même de la Turquie, c'est une continuité, sauf que la Turquie, elle est devenue musulmane, et puis avec les Seldjoukides, la ethnie dominante, qui a imposé le turc comme la langue. Donc, l'héritage romain de formatage de l'élite a fait que aujourd'hui l'Occident collectif fabrique des élites dangereuses parfois pour leur pays. Et malheureusement, c'est le cas de l'Éthiopie. Et ces élites-là, au lieu de peser de leur poids pour la résolution des crises, pèsent plutôt de leur poids au niveau du système des Nations Unies pour davantage en défendre les intérêts régionalistes. Voilà un des éléments qui fait en sorte que le système des Nations Unies est neutralisé dès qu'il entre en Éthiopie, et le fait que les intérêts qui sont défendus par l'ensemble des forces rebelles est d'abord un intérêt extraverti, c'est-à-dire un intérêt états-unien, fait que les États-Unis ont facilement les coudées franches pour manipuler le système interne et tout utiliser à leur avantage. Aujourd'hui,
l'approche d'Abiy Ahmed est la meilleure. C'est-à-dire que Abiy Ahmed a compris que face à un tel complot international contre l'Éthiopie, il faut avoir une posture forte. Surtout que Abiy Ahmed est conscient d'une chose. Les États-Unis en voulaient à mort à cette Éthiopie qui a réussi à stabiliser la Somalie en 2006. Vous allez remarquer que depuis que le Tigré a lancé son offensive, les forces éthiopiennes étaient obligées de rappeler plusieurs hommes dans le dispositif qui était en Somalie pour venir se battre sur le territoire national. Ça arrange les États-Unis parce qu'ils avaient peur que véritablement l'Éthiopie allait devenir la puissance, l'hégémon stabilisateur, la puissance régionale qui allait permettre aux Somaliens de trouver des solutions à partir d'eux-mêmes. Et vous savez que l'un des credos de la colonisation, c'est de vous amener à croire que vous êtes incapable de vous prendre en charge. Oui. Donc, si les Éthiopiens réussissaient cette équation avec les Somaliens, ça allait défaire le mythe de l'Occident comme source aujourd'hui de solutions. Et c'est pourquoi ça arrange les États-Unis d'être revenus sous l'actuel président en Somalie. La déstabilisation de l'Éthiopie leur a servi afin de revenir sur le terrain somalien et ils espèrent à partir du Al-Shabaab revenir jusque sur le territoire éthiopien. Les peuples africains doivent rester mobilisés, soutenir le Premier ministre Abiy Ahmed qui actuellement est engagé dans une vaste campagne qui est une campagne digne du panafricanisme. Merci très cher Batengene. Alors notre ami Lamine Diop essaye de nous joindre, je ne sais pas ce qui coince, il m'écrit, je n'arrive pas à vous joindre. En tout cas la ligne elle est ouverte cher Lamine Diop, nous espérons que ça va se faire. En attendant, Luc Michel, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire sans risque de se tromper que l'Éthiopie a sombré dans une guerre civile qui peut durer encore longtemps? Avant de vous répondre, je voudrais dire un mot. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper d'analyse. L'Amérique, l'Occident américanisé n'est pas l'héritier de l'Empire romain. L'héritier de l'Empire romain, c'est Moscou. Moscou qui se définit comme la troisième Rome. La première Rome, c'est la Rome historique. La seconde Rome, c'est Byzance. La troisième Rome, c'est Moscou. Les États-Unis, ce sont les héritiers de Carthage. Carthage qui n'était pas un État africain, mais était une colonie phénicienne entière africaine, comme aujourd'hui Israël est une colonie occidentale en terre proche-orientale. Il y a une opposition géopolitique fondamentale qui existe de 25 siècles, c'est celle de les puissances maritimes. Hier Carthage, aujourd'hui l'Angleterre et les États-Unis contre les puissances continentales. Hier Rome, aujourd'hui Moscou. Moscou, héritière de Rome, et pas du tout les États-Unis. Les analogies entre les États-Unis et l'Empire romain, notamment ceux qui disent l'Empire pour définir les Américains, ce sont des gauchistes français et italiens qui se trompent d'analogie historique et qui ne connaissent pas du tout l'histoire. Maintenant, le but des Occidentaux en Éthiopie, c'est effectivement comment en Ukraine, c'est d'enquister la guerre, que le conflit dure, soit le plus sanglant possible, et que l'État éthiopien, comme la Russie en Ukraine, soit déstabilisé par la perspective. Deuxièmement, il y a les intérêts des marchands de canons. J'expliquais que les Israéliens étaient chez eux au Sud-Soudan. Ils ont contribué à la sécession du Sud-Soudan, et depuis 2011, ils ont établi leurs arsenaux au Sud-Soudan. Il y a en Israël un lobby militaro-industriel qui est en petit ce qu'est le lobby militaro-industriel américain. C'est celui-ci qui déverse via le Sud-Soudan tous leurs armements. Il y a actuellement, par exemple, en Afrique, 50 000 Kalachnikov. On nous dit depuis des années que ce sont les arsenaux de Kadhafi. Kadhafi avait une population de 3 millions d'habitants. On comprend bien qu'il n'avait pas équipé les Libyens. Chaque Libyen ne disposait pas de 15 Kalachnikov. Ces armes sont les armes vendues par les Israéliens à destination des Africains. Il y a eu un scandale, comme Delphin le rappelait, en 2018 à la Knesset. On a expliqué les liens de ce lobby militaro-industriel avec le Likoud de Netanyahou.
pour vendre des armes. Deuxièmement, les Israéliens ont des liens historiques avec le Tigré. Il y a une population juive éthiopienne qu'on appelle les Falachas, qui est représentée en Éthiopie et en Israël. Et la province d'origine des Falachas, c'est le Tigré. Il y a des liens historiques étroits entre le TPLF et les Israéliens. Ce sont les Israéliens qui fournissent les armes du TPLF, notamment l'avion qui vient d'être abattu au-dessus des lignes éthiopiennes. C'est de là que vient évidemment la fourniture des armements. Il y a une troisième province du Nord-Soudan, après le Kordofan et le Sud-Soudan, qui est en train de faire sécession. Comme par hasard, et je suis ironique, c'est une province qui est voisine du Tigré. C'est la grande influence des Israéliens qui répand sa malignité sur toute la côte de l'Afrique. Merci Luc Michel. Au téléphone, Lamine Diop est donc là. Lamine, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir à l'ensemble des panélistes et puis aussi à l'ensemble des téléspectateurs de Fouillou, ainsi que votre régie technique. Écoutez, Bachir, moi je vais faire un petit saut là sur la thématique et avec un œil d'extérieur, sans entrer dans les détails assez techniquement profonds. Donc, selon toute vraisemblance, je suis persuadé que ces fronts ouverts de nouveau par-ci et par-là, comme par exemple en Éthiopie, au nord-ouest de la Syrie, et potentiellement à Raska, ville serbe entre la République autoproclamée, le Kosovo et la Serbie, etc. d'ailleurs, sont pour moi l'œuvre de la nouvelle offensive des Occidentaux. Alors, la question à se poser d'abord, c'est est-ce que les Occidentaux pouvaient faire autrement que de faire ouvrir ces moult fronts après l'Ukraine? La réponse est non. Ils étaient obligés parce que l'opération spéciale des forces armées russes en Ukraine se déroule quotidiennement dans les reportages et est devenue une sorte de routine. L'Occident ne s'attendait pas à ce que les hostilités s'éternisent et que la Russie se révèle être un dur à cuire. Dans le contexte des succès de l'armée russe, en plus de la perte de confiance du peuple ukrainien et des forces armées, dont Zelia et ses parents américains, l'Occident décide de déplacer l'attention de la communauté mondiale vers des zones de conflit sous tension, déjà étant des alliés russes. Et oui, il faut remarquer ça, d'où selon moi la reprise des combats sûrement en Éthiopie. D'ailleurs, on a constaté la semaine dernière des bombardements américains au nord-ouest de la Syrie, où apparemment un deuxième front, en parlant d'Éthiopie, s'ouvre. Si plutôt, au moins, depuis des mois, l'attention dans la région du Tigré s'était déplacée vers l'Ukraine. Maintenant, les États-Unis, avec le soutien de leurs satellites, tout simplement la France, la Grande-Bretagne, l'Israël et compagnie, prennent des mesures dans le cadre du démembrement de l'Éthiopie et d'autres stratégies contre la Russie pour créer de nouveaux cas dans la région. Ainsi, leur méthode, mais la fin de leur ordre mondial est inéluctablement actée. Bien évidemment, je termine là-dessus, l'idée d'ouvrir des fronts, et qui plus est dans des zones sous alliance militaire russe, c'est de créer un éventuel épuisement, voire affaiblissement de la capacité militaire de la Russie et des pressions sur ses alliés. De toutes les manières possibles. Alors, les États-Unis et leurs alliés vont certainement intensifier dans les mois à venir leurs efforts dans ces directions-là, mais il y a un malin et malin et demi. Merci, bon début de week-end, à bientôt, ciao. Très cher Lamine Diop, malin et demi. Jonathan Batengini, on peut quand même questionner aussi les questions humanitaires de ce côté-là, finalement. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de déplacés, des personnes, des réfugiés même, il faut bien le dire. Finalement, à qui la faute? Il y a beaucoup de réfugiés. On parle de près d'1 million de personnes qui ont quitté les régions du Tigré du fait des affrontements. On parle de près de 5 millions de personnes, 4,8 millions de personnes exactement, qui sont menacées de famine ou bien de malnutrition et aussi de situations sanitaires, de conditions sanitaires tout à fait alarmantes. Oui. Et c'est tous ces gens-là
qui aujourd'hui font la préoccupation véritable de l'État éthiopien. Parce que si l'État éthiopien a limité son offensive, c'est essentiellement à cause de la situation humanitaire critique qui devenait un peu insoutenable. Vous savez qu'avec l'état de siège de la région du Tigré, à un moment, les véhicules n'avaient plus accès à Mekele, puisque les rebelles tigréens eux-mêmes avaient détruit, ils avaient contribué à détruire carrément une des villes stratégiques, hein, qui était la ville de transit entre les ports en Érythrée et le pays. Ils ont détruit carrément tout ce tissu industriel qu'il y avait là-bas et qui facilement permettait d'approvisionner la ville de Mekele. Eux-mêmes s'étaient mis dans une situation tout à fait difficile et ils avaient coupé leur propre pays d'un ensemble leur région d'un ensemble de ressources stratégiques. Aujourd'hui, avec le cessez-le-feu qui avait été observé entre les deux parties, partir de décembre 2021, les autorités éthiopiennes ont facilité l'accès aux civils, l'accès à l'aide humanitaire à tous les civils qui étaient là-bas. On parle de 81 000 tonnes d'aide humanitaire qui est arrivée, on parle de plus d'1 million de litres d'essence pour faciliter le travail des humanitaires et d'un appui assez important en argent pour soutenir les efforts des centres de santé dans la région du Tigré. Sauf que M. Gebre Michael, qui est le patron de la région du Tigré, est lui-même un sécessionniste. Hein. Il est dans la logique de ces forces irrédentistes soutenues par l'Occident et qui nourrit les velléités de couper l'Éthiopie. Donc, avec un tel gouvernement, c'est difficile parce que le gouvernement local, l'Éthiopie c'est un État fédéral, ils pratiquent le régionalisme ethnique. Et donc, avec ces régions, avec des gouvernements régionaux qui finalement sont devenus sécessionnistes, ça complique la position de l'État fédéral avec le Premier ministre Abiy Ahmed. La coopération entre les deux entités est devenue carrément nulle, elle s'est beaucoup effritée et les autorités centrales, les autorités fédérales voient plutôt, observent en chien de faïence les autorités régionales. Donc, ça ne facilite pas le travail des humanitaires, encore moins, ça ne renforce pas la confiance des autorités lorsque l'aide humanitaire arrive. Avec ce que nous expliquions en début d'émission, le vol de carburant chez les humanitaires, l'armée éthiopienne, vous voyez qu'elle aura du mal également à faire confiance aux Nations Unies, parce qu'elle va se dire, si vous amenez du carburant là-bas, c'est certainement pour que ces derniers, il faut le dire, puissent résister. Et il faut le dire, l'armée tigréenne, c'était 250 000 hommes bien entraînés qui ont pris possession de deux bases militaires importantes de l'armée éthiopienne et qui ont aujourd'hui sous leur contrôle plus d'une centaine de chars. Donc ce matériel-là, vous voyez que s'il avait été sevré de carburant pendant la période de l'offensive, actuellement avec les 570 000 litres de carburant, il y a de quoi quand même faire rouler beaucoup de ces chars. Et ce n'est pas des situations qui vont encourager l'armée éthiopienne à faire confiance davantage aux humanitaires. Très bien. Merci à vous, Jonathan Batengene. Luc Michel, certainement nous abordons la dernière ligne droite de cette émission. La guerre en Éthiopie a commencé, je crois bien, la nuit du 3 au 4 novembre 2020, à moins que je ne me trompe. 21 juin. 3 ou 4 novembre 3 ou 4 novembre, 2020. tout à fait. D'accord. Alors, Luc Michel, ma question est de savoir, est-ce qu'il existe encore un espoir de paix? Moi, il n'en existe pas. Mais je dis la même chose à propos du Cameroun, par exemple, ou je dis la même chose à propos de certains États d'Afrique centrale. La solution, elle n'est pas diplomatique ou politique, elle est militaire. C'est l'écrasement de la rébellion. C'est ce qu'Abiy Ahmed a compris. Lorsqu'il a vu qu'il n'était pas possible d'échapper aux velléités de déstabilisation du Tigré, il a tenté de résoudre la solution par une solution militaire.
Le fédéralisme, c'est une arme occidentale américaine pour démembrer les États africains. Le fédéralisme, c'est le premier stade de la sécession. Ça a été appliqué comme ça dans le Nigeria depuis la sécession du Biafra, le Nigeria qui ne s'est jamais remis de l'affaire. C'est la même chose qui a été appliquée en Somalie, c'est la même chose qui est appliquée au Soudan, et c'est la même chose qui est appliquée en Éthiopie. Les États fédéraux, évidemment, ils appliquent une grande fragilité, en particulier en Éthiopie, à partir du moment où le Tigré, l'État fédéral du Tigré, est l'héritier de l'ancien pouvoir central éthiopien, l'armée privée du Tigré. Pourquoi est-ce qu'elle fait 250 000 hommes? Parce que c'est l'ancienne armée nationale éthiopienne qui était à constitution tigréenne. Eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a rien à attendre, il n'y aura pas de pacification. Surtout en sachant que les Tigréens sont appuyés sur les arsenaux israéliens du Sud-Soudan. Il n'y a rien à attendre de ces gens. D'ailleurs, les ONG de George Soros, en particulier l'International Crisis Group, ils visent à nous faire croire que la solution, elle vise dans les négociations, qu'il faut se mettre à table et négocier. C'est évidemment totalement faux. Ce sont des scénarios suicidaires pour les États. L'International Crisis Group, dans la galaxie de George Soros, elle est dirigée à Bruxelles par le fils de George Soros, Alexander Soros, qui est un proche de la vice-présidente américaine, Kamala Harris. Quel est le rôle de l'International Crisis Group? C'est de vendre des scénarios où on nous explique à l'avance qu'il faut négocier pour éviter des catastrophes. Ça a été fait notamment au Cameroun, c'est fait en Éthiopie. Évidemment, ces scénarios-là ne visent pas à pacifier le pays. Ils visent à maintenir éternellement la déstabilisation de ces États. Qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions. Jonathan Batengeni, nous ressortons avec vous, notamment sur cette question, un espoir de paix, ça existe encore du côté de l'Éthiopie. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec Luc. Nous sommes dans des postures très réalistes, où s'affrontent deux acteurs, deux protagonistes, qui sont malheureusement sous un prisme de guerre de proxy. C'est une proxy guerre. Vous avez ces groupes rebelles qui sont utilisés par les États-Unis, qui représentent en fait l'intérêt impérialiste états-unien, et vous avez l'État central, l'État fédéral éthiopien qui défend sa souveraineté. L'objectif, c'est d'aller vers la déstabilisation de l'État fédéral et vers la reconstruction d'un ordre favorable aux États-Unis. On est donc dans des approches très réalistes, et en matière de réalisme, il n'y a que la force qui vient résoudre le problème. Bien sûr, à la fin, il faudra donner une porte de sortie honorable, il faudra donner l'opportunité à ceux qui se battaient dans ces différentes rébellions de choisir entre la mort ou la reconversion professionnelle. Eh bien, à cette époque-là, c'est au Premier ministre Abiy Ahmed que reviendra le privilège, d'ailleurs c'est son privilège ultime parce qu'il est le souverain, c'est son privilège de donner à ceux-là l'opportunité de choisir. Choisir entre mourir les armes à la main dans cette mission macabre et obscure de service des intérêts étrangers, ou se reconvertir à une profession politique ou bien à une profession civile et s'engager pour la construction d'une nation solide, d'une nation forte, d'une nation prospère, ce plus vieil État du monde que l'on appelle l'Éthiopie. L'Éthiopie, pour tout Africain qui regarde l'humanité, c'est le symbole d'une Afrique qui n'a jamais vacillé. Cette Afrique s'est retrouvée dans des situations de grandes batailles. On parle bien sûr de la période coloniale, la période charnière entre 1871 et 1885. Il faut se souvenir l'incident, les grands incidents diplomatiques qui ont eu cours dans le Maghreb et aussi dans le Soudan avaient également comme point de déclenchement
la tentative de colonisation de l'Éthiopie. Et cette Éthiopie, ce pays est un pays qui reste dans le symbole d'une Afrique qui ne s'est jamais inclinée. Il faut que les Africains le sachent et que chaque Africain, quand il voit dans le miroir de l'Éthiopie, voit une Afrique qui n'est jamais tombée. Il ne suffit pas de dire que toute l'Afrique a été colonisée, ou bien une grande partie de l'Afrique a été colonisée. Mais si un seul point en Afrique n'a pas été colonisé, c'est la preuve que l'Afrique n'a jamais été totalement sous le contrôle de l'Occident. Et l'Éthiopie doit rester ce pays-là. C'est pourquoi tous les Africains doivent soutenir l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed, à qui nous disons encore un bravo et beaucoup de courage dans sa lutte pour la libération de l'Éthiopie de l'envahisseur. Merci très cher Jonathan Batengene, un grand merci à Luc Michel, à toute l'équipe de production. Ici, on met un terme à cette dernière de la semaine. C'était le point sur l'actualité. Retrouvez dans les minutes qui suivent Bégoudé Madonné pour le grand journal de 20h sur les antennes de Foyo Média.